Alors, on va donc essayer de réfléchir sur la synthèse d'un solide. Donc, je vous ai remis l'exemple qu'on avait fait en cours. Donc, du 2-hydroxybenzène carbaldéhyde plus du propanedioate d'éthyle va donner de la 3-carbétoxycoumarine qui est solide, plus de l'éthanol, plus de l'eau. En présence de piperidine, d'éthanol et de delta. Le delta, ça veut dire qu'on chauffe. Et je vous ai remis les solubilités de tous les produits, donc A, B, C, l'éthanol, et de la piperidine, leur solubilité dans l'eau et dans celle de l'éthanol, à 25 degrés à chaque fois, et à la température d'ébullition de l'eau, et à la température d'ébullition de l'éthanol. Donc, on vous dit que dans un ballon de 250 ml, on fait un montage donc à reflux, on va voir ce que ça veut dire. On met une masse de 2-hydroxy, donc ça on en met 4 grammes, on nous dit dans l'énoncé, et ça on en met 5,6 grammes. Donc peu importe, je ne mets pas les chiffres significatifs, c'est pas ce qui m'intéresse ici. On agite et on met un volume de 2 ml de solution éthanolique de piperidine dans le ballon. Placez le ballon dans le bain-marie sous agitation magnétique et on chauffe le mélange à reflux pendant 20 minutes. Alors, il y a toujours les mêmes étapes. L'étape de synthèse en premier. Une fois qu'il y a l'étape de synthèse qui est faite, ce qui est la fabrication, qui est la réaction en elle-même, on va devoir séparer nos produits des impuretés. Et une fois que notre produit est séparé, on va devoir le purifier. Donc, synthèse, séparation, purification et éventuellement identification. Voilà. Donc, on va essayer de réfléchir à ça. Donc, un montage à reflux. Vous savez que c'est votre réfrigérant qui est comme ça. Voilà, avec des arrivées d'eau. Là, vous avez votre ballon avec le chauffage en dessous. Ici, vous avez des boules. Qui est un compartiment en verre, voilà, relié ici. Vous avez de l'eau fraîche qui arrive ici. Et vous avez de l'eau tiède qui ressort par là. Donc, le phénomène de reflux, c'est les vapeurs de notre produit, de notre mélange réactionnel vont chauffer, donc ça va devenir de la vapeur. Les vapeurs vont grimper, et au contact de l'eau fraîche, elles vont se recondenser et donc retomber. C'est ça le phénomène de reflux. Donc, pourquoi on chauffe déjà? Parce qu'on a dit que la chaleur était un facteur cinétique, donc la chaleur accélère une réaction chimique. Attention, ce n'est pas un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique. Là, la température est un facteur cinétique. Donc, déjà, pourquoi on chauffe? Pour accélérer la réaction. Facteur cinétique. Vous dites, parce que, quand vous dites pourquoi chauffe-t-on, vous mettez, on chauffe parce que la chaleur augmente la vitesse d'une réaction chimique, car c'est un facteur cinétique. Et le principe du reflux, c'est l'intérêt de faire un montage à reflux, c'est que ça nous permet de travailler à volume constant et sans perte de matière. Donc, on chauffe, facteur cinétique, et à travailler à volume constant et sans perte de matière. Et bien sûr, l'eau ressort tiède, parce qu'elle, par contre, elle va être un peu réchauffée au contact des vapeurs. Donc ça, c'est l'étape de synthèse. Puis on place le ballon dans un bain-marie et sous agitation magnétique, on chauffe le mélange à un flux pendant 20 minutes. Laissez refroidir 5 minutes à l'air libre, puis ajoutez 20 ml d'eau chaude, remplacez le bain-marie. Ok, donc ça vous lirez de toute façon le protocole, c'est ce que je vous ai donné en cours. Maintenir le ballon réfrigérant pendant 10 minutes, filtrer sur Buchner, recristalliser, purification. Okay. Donc on va pouvoir lire les questions, et bien sûr je vous invite fortement à lire le protocole en entier. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les étapes de synthèse, pour pas que la vidéo soit trop longue, donc tout ce qui est groupe caractéristique, à la fin, identification, etc. Ça, je vous le laisse. Alors, synthèse et séparation. Question 3. Pourquoi rince-t-on les coupelles? Quel rôle joue l'éthanol dans la synthèse? Alors, on rince les coupelles pour éviter toute perte de produit. On rince avec l'eau de rinçage. Et l'éthanol, ici, joue le rôle de solvant.
Il faut un solvant pour faire la réaction chimique, donc l'éthanol joue le rôle de solvant. Question 4. Pourquoi agite-t-on la solution? Donc, on agite la solution pour que la température soit homogène dans le milieu et pour augmenter donc la vitesse de dissolution du solide. Le fait d'agiter, ça aide à la dissolution et ça permet aussi à la température de devenir homogène dans tout le mélange. Pourquoi chauffe-t-on le mélange? Quel est le rôle du réfrigérant à eau? Qu'est-ce que le reflux? Donc tout ça, je passe, je viens exactement de vous l'expliquer et c'est une question qui tombe systématiquement si vous avez un exercice de chimie organique. En utilisant le tableau de données, expliquez pourquoi l'eau est rajoutée au mélange réactionnel pour la question 6. Alors, on ajoute l'eau au mélange au milieu réactionnel pour diminuer la solubilité du produit formé. Le produit formé, ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de recueillir un solide, donc de diminuer la solubilité de ce produit. C'est le produit C. Vous voyez que dans l'eau, dans l'éthanol, à 25 degrés, c'est très peu soluble, et c'est extrêmement soluble dans l'éthanol à la température d'ébullition, donc après chauffage. Là, c'est le cas où on est. Donc si on rajoute de l'eau, c'est peu soluble à la température d'ébullition et pas du tout soluble à 25 degrés. Donc le fait de rajouter de l'eau, ça permet de diminuer la solubilité du produit, donc de voir apparaître du solide, donc de le cristalliser. Il faut jouer avec ça, avec les solubilités et les tableaux. C'est ça qui est compliqué, je le sais. Donc on veut faire diminuer la solubilité de ça pour le faire cristalliser, donc on peut rajouter de l'eau, vous voyez que c'est peu ou pas soluble en fonction de la température. Pourquoi le mélange est-il refroidi dans un bain d'eau glacée en fin de synthèse? Alors le mélange est refroidi dans un bain d'eau glacée pour éviter le dégagement des dernières vapeurs qui auraient pu monter. Pareil, et pour diminuer, toujours pareil, la solubilité du produit dans le milieu réactionnel, parce qu'à 25 degrés, la synthèse, c'est pas soluble du tout dans l'eau et très peu dans l'éthanol. Donc c'est ce qu'on veut, on veut encore avoir du produit cristallisé qui apparaît, donc on va refroidir. Pourquoi préfère-t-on la filtration sous pression réduite à une filtration simple? Donc la filtration sous pression réduite, c'est Büchner, c'est-à-dire que vous avez, encore une fois, vous avez ici une fiole à vide avec un entonnoir, voilà, un porte-filtre. Vous mettez votre produit ici, et ici vous avez un tuyau qui va avec une trompe à eau. Vous avez de l'eau qui arrive ici sous forte pression, et le fait qu'il y ait de l'eau qui passe directement sous pression vers le bas, il n'y en a pas qui passe là, en fait ça va créer une aspiration, ça va aspirer l'air qui est dans la fiole, voilà, et donc ça va aspirer le produit qui est ici, donc la filtration sera beaucoup plus intense. C'est une filtration sous vide, c'est ce qu'on appelle une filtration sur Büchner, B-U-C-H-N-E-R. Donc c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Votre produit va être parfaitement filtré. Donc vous aurez ici votre solide et ici votre filtrat. Question 9. En utilisant le tableau de données, expliquez pourquoi on ne rince pas le solide avec de l'eau seule ou de l'éthanol seul. Alors, l'eau ne convient pas pour rincer le solide, car la majorité des impuretés, notamment les réactifs qui n'ont pas réagi, ils sont peu solubles. Ou pas solubles. On va regarder A et B dans l'eau. Ils ne sont pas solubles. Donc, l'eau toute seule ne convient pas. L'éthanol seul ne convient pas non plus, car le produit est trop soluble dans l'éthanol. Donc, on va faire un mélange pour que les impuretés puissent être un petit peu solubles dans l'éthanol et que notre produit soit, lui, soluble, peu soluble, plutôt dans la phase aqueuse. Et le mélange doit être glacé, encore une fois, pour diminuer la solubilité du solide dans le solvant de rinçage. Pourquoi le mélange eau-éthanol doit-il être glacé? Pareil, pour diminuer la solubilité de notre produit, encore une fois. On veut qu'il cristallise. Donc ça, c'est l'étape de synthèse et de séparation. C'était la réaction, c'était le chauffage. Ici, on a séparé nos produits. La filtration, c'est généralement l'étape de séparation d'un solide et d'un liquide. Maintenant, on va passer à la purification. Pourquoi le solide pur, précipite-t-il lorsqu'on refroidit
le mélange et pas les impuretés. Alors, les impuretés sont en théorie en concentration plus faible que le produit à purifier et que le produit à purifier reste soluble dans le solvant. Seul le produit majoritaire atteint la saturation et la cristallisation. On l'a vu. Donc, tout ça, c'est soluble dans l'éthanol. Et notre produit, lui, l'est pas du tout. Donc, c'est ça que l'on veut. Donc, en refroidissant, on a un mélange eau-éthanol. Donc, vous voyez que nos impuretés restent solubles à 25 degrés, sachant que notre produit, lui, l'est très peu, pas du tout. Donc, il faut jouer avec ces solubilités. Question 11. Le filtrat éliminé est une solution saturée de 3-carbétoxycoumarine. Pourquoi doit-on introduire le minimum de solvant lors de la recristallisation? Alors, on introduit le minimum de solvant lors de la recristallisation pour minimiser les pertes de solide resté en solution. Notre produit qui est ici, on va essayer de le purifier parce que certes il est solide, mais il y a des impuretés, des réactifs qui restent, de la piperidine, etc. Donc le but c'est de pouvoir extraire notre produit, d'extraire les impuretés qui sont emprisonnées dans notre produit solide et de pouvoir les rendre solubles. Donc on va tout resolubiliser avec notre produit. Donc il faut trouver un solvant. Le choix du solvant de recristallisation, c'est de trouver un solvant où notre produit et les impuretés soient solubles à chaud. Donc, ce qui est le cas de l'éthanol. Et de trouver aussi, quand ça va refroidir, que notre produit cristallise, mais par contre que les impuretés, soient solubles. Donc, on va regarder avec l'éthanol. Nos impuretés à 25 degrés restent solubles. Notre produit, lui, l'est très peu, voire pas du tout. C'est pour ça qu'on rajoute un petit peu d'eau à l'éthanol. Donc c'est un mélange eau-éthanol parce que le but, c'est que à froid, donc à 25 degrés, nos impuretés restent solubles et notre produit peu ou pas du tout. Donc l'éthanol permet aux impuretés de rester solubles et l'eau permet à notre produit, lui, de recristalliser. Voilà ce qui nous justifie un mélange eau-éthanol comme solvant de recristallisation. Donc là, j'ai répondu à la 11 et à la 12. Comment détermine-t-on la température maximale à laquelle doit être portée l'étuve? Vous voyez qu'il y a de l'eau dans les produits. C'est-à-dire que cette eau-là, il va falloir l'enlever. Donc, on va mettre à l'étuve, c'est une grande enceinte thermostatée, où on va éliminer cette eau. Alors, comment elle fonctionne? Il faut que la température soit inférieure. Le but, c'est que ça ne fonde pas. Donc, on va faire en sorte de rester à 10-15 degrés en dessous la température de fusion, même d'ébullition, de ce produit-là. Surtout de la température d'ébullition. Et en l'occurrence, tout dépend de savoir si c'est la température d'ébullition ou de fusion. Pour ce produit-là, on sera à 10-15 degrés en dessous de la température de fusion pour pas qu'il fonde. Voilà, puisqu'on veut qu'il reste solide, effectivement. Donc, excusez-moi, pas température d'ébullition, mais température de fusion, parce qu'on veut qu'il reste solide. Donc, on va rester 10-15 degrés en dessous de la température de fusion de ça. Ça va être la température maximale de l'étuve. Comme ça, l'eau va pouvoir s'évacuer. Excusez-moi, c'est pas très simple à expliquer en vidéo sur un petit tableau comme ça. Donc, encore une fois, ça, on veut que ça reste solide, donc on va rester 10-15 degrés en dessous de sa température de fusion pour que l'eau puisse s'évaporer, mais pas notre produit. Question 14. Comment vérifie-t-on simplement que le solide est sec? Bah écoutez, on va sortir de temps en temps. On va sortir notre produit d'étuve, on va le peser, on va le remettre à l'étuve et on va le ressortir pour peser. Et à partir du moment où le poids et la masse est identique à chaque pesée, bah, on peut considérer que l'eau est partie, il n'y a plus rien à évacuer, donc notre solide est sec.
calculer le rendement de la synthèse. Donc, bah écoutez, là je ne vais pas le faire, on l'a fait largement au stage. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les étapes avec toutes ces questions de solubilité. Il y a 4 grammes, il y a 5,6, vous avez les masses molaires, vous calculez le nombre de moles, théorique, tableau d'avancement, voilà. Et puis, en fonction de la masse théorique que vous avez grâce à votre tableau d'avancement, vous avez votre masse expérimentale sortie de l'étuve. Vous pouvez calculer le rendement, masse expérimentale divisé par masse théorique multiplié par 100. Donc ça, je passe, je pense que c'est très simple. Et les étapes d'identification derrière, comment identifier un produit, bah, ça peut être chromatographie sur couche mince en CCM, ça peut être spectro-IR, RMN, il y a plein de possibilités différentes. Et on peut aussi vérifier avec ce qu'on appelle un filtre, un band Koffler. Un band Koffler, ça permet de vérifier la température d'ébullition d'un produit. S'il est pur, la température, pardon, pas d'ébullition, la température de fusion de notre produit va fondre. Un band Koffler, c'est une lame métallique qui est graduée en température, et plus on va le décaler, plus vers la droite, plus ça va être chaud, et à un moment, on va voir à quelle température, à quelle graduation le produit va fondre, et on va en déduire la température d'ébullition. Ça, c'est ce qu'on appelle un band Koffler. Voilà, en CCM, bah écoutez, à vous d'analyser, mais je pense que c'est relativement clair pour tout le monde, je pense, la CCM. C'est sûr qu'à partir du moment avant purification, après séparation, etc., entre différentes étapes, il y a des produits qui apparaissent, il y a des produits qui disparaissent. Donc à vous de pouvoir réfléchir sur ce qui apparaît, sur ce qui disparaît à chaque étape pour une CCM.